putain, ce jeu est génial. C'est comment c'est possible que je puisse parler et qu'on me laisse parler, qu'on me laisse vider mon sac jusqu'au bout. Et c'est un peu comme ton podcast aujourd'hui. Tu vois, une valeur qui est fondamentale pour moi, qui est la douceur, grâce à ce jeu. Et dans un endroit dans lequel il n'y avait pas de douceur. En les mettant un par un et parler de leurs problèmes individuels, ils se sont... il n'y avait plus de haine, mais c'est à chaque fois dans ces moments-là que les mouvements de solidarité se créent. Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour oser rêver grand, réservé à ceux qui ont des projets et envie d'entreprendre. Je suis Hervé Franceschi, coach, conférencier, explorateur de l'humain et aventurier de l'entreprise. Depuis 25 ans, j'accompagne avec joie dirigeants, entrepreneurs, sportifs de haut niveau, artistes qui veulent mieux se connaître, grandir et accomplir leurs projets et acceptent de se mouiller. Dans ce podcast, explorez grâce à eux en toute intimité comment traverser vos difficultés, vos incertitudes et aussi vos réussites pour oser rêver grand et réussir vos traversées. Je suis très heureux de vous retrouver sur La Traversée et aujourd'hui on a la chance d'avoir Patrice Levallois. Patrice, est-ce que tu veux te présenter ou est-ce que tu veux que je te présente ? Présente-moi. Alors moi je ne vais pas présenter tout ce qui est Patrice parce que ça serait trop long, mais lui il pourra en rajouter. Moi je peux dire comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés autour du jeu du Tao. Alors par le biais d'une amie qui s'appelait Béatrice, enfin qui s'appelle toujours Béatrice Cuvelier, et qui m'avait dit il faut absolument que tu viennes faire une partie, parce que j'avais déjà fait des parties de Tao, mais sans connaître la personne ou les personnes qui géraient, je dirais, l'identité de ce jeu. Et donc voilà, j'ai rencontré Patrice autour d'une partie de Tao. Il y avait un certain d'autres personnes, je me rappelle très bien ce jour-là. Et la partie qui devait durer 1h30, m'avait-on dit, on y a passé 5 heures, je crois, la première partie qu'on a fait ensemble. Et j'ai trouvé ça top, ça a changé ma manière de voir le jeu. Et puis surtout, à l'époque où je cherchais à mettre des jeux en entreprise, j'ai trouvé que c'était un jeu extraordinaire pour vraiment faire ce qui me plaisait, c'est-à-dire de l'intelligence collective et de la coopération. Moi, j'appelais ça plutôt de la collaboration à l'époque, mais peu importe, okay, dans des processus coopératifs ou collaboratifs, ce qu'on dirait aujourd'hui comme du win-win. Donc, merci Patrice pour ça, mais après, on a fait plein d'autres choses ensemble, mais ça a commencé là. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre sur toi ? Je pense que toute ma vie a été orientée par l'envie d'améliorer les choses. Même quand j'ai commencé dans mon métier, mon premier métier qui était quand même un gentil métier d'escroc, c'était de la vente d'espaces publicitaires, enfin une horreur absolue. J'étais très créatif, j'ai mis au point des méthodes de vente par téléphone, 150 personnes qui travaillaient pour moi et qui utilisaient ma voix. Je ne sais pas... c'était pas tout à fait cette voix-là, c'était beaucoup plus comme ça, mais qui utilisait ma voix pour au téléphone, il accrochait, c'est-à-dire c'est ça. C'est bien, et la manière dont je parlais au client et à ce qui allait devenir un client, un prospect parce que à l'époque, un prospect, ouais. C'était assez puissant, c'était une méthodologie, une méthode socratique en fait. C'était, j'avais lu un bouquin, je me rappelle, c'était que je dois toujours avoir. C'était Comment se faire des amis de Dale Carnegie, etc. Et j'avais trouvé ça parfait. Enfin, et donc il y avait, j'avais retravaillé ça à ma sauce. J'avais retenu 2-3 concepts. La première chose qu'il fallait amener la personne dans un état d'acceptation. Pour ça, il fallait lui faire dire oui. Et compter les oui. Les trois oui minimum. Mais bon, ça. Alors forcément, le sud-est qu'on vendait n'avait absolument pas de sens. Il y avait des tas de réflexes qui étaient. Tu disais à la personne. Je suis content de vous avoir. On a décidé de regrouper toutes les maisons honnêtes et sérieuses de la ville, si c'est un bulletin municipal, de la région. Enfin bon, bref, vous l'êtes honnête, nul n'en doute. Je pense que votre participation de nos côtés va dépendre du coût de l'opération. Et la surprise de la personne qui était dans une conversation à peu près qui logique. Comprenait, et tout à coup il comprend qu'on va lui demander des sous, mais il a acquiescé. C'était horrible, quoi. Et c'était ma voix
que pratiquement tout le monde Utilisait. enfin j'exagère, mais allez, 70% des mecs, ils préféraient, c'était des cassettophones à l'époque, Ouais, d'accord. appuyer sur le bouton, etc. Et hop, ça marchait. Et quand le client, alors il y avait, enfin voilà, mais j'ai toujours été très très créatif pour améliorer le fonctionnement. Bon, ensuite, tu as fait de la télé. Ouais, non, pas tout de suite. Non, j'ai fait, enfin, oui, si. Après, j'ai fait de la musique, surtout des concerts. Enfin, pas en tant que musicien. J'ai écrit chansons, mais non, ce que j'ai fait, surtout l'étape d'après, avant d'entrer dans la télé, c'est, disons, dans l'audiovisuel. Mhm. Je voulais faire des images. J'ai commencé à travailler avec un garçon qui s'appelait Éric Chevalier et Jean-François Morin. Jean-François Morin, c'était le frère de Patrick Devers, qui avait été un très bon pote à l'époque. Et Jean-François, il avait une boîte d'audiovisuel, il faisait des films et bon, il fallait vendre des films. Alors c'était pour des entreprises, c'était pas des trucs pour la télévision. Et moi, je me suis dit, je vais amener cette boîte à la télé. Et je l'ai trouvé, mais c'était pareil, c'était des petits films de pub. C'était quand même très, très, et heureusement, il y avait des surdoués avec moi et donc on a commencé à faire du vidéo art. On a été les premiers à travailler sur des effets spéciaux, et je me suis éclaté. Alors on gagnait pas beaucoup de sous, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais alors, on s'amusait, on faisait des choses extrêmement belles. Ça, c'était ma première approche dans l'audiovisuel, dirions-nous. Et puis, j'ai senti qu'il y avait quelque chose en moi qui m'appelait à faire du bien. Je crois que c'est quand ma fille est née, Tina, donc je me suis dit que maintenant, je devais consacrer ma vie à faire le bien, quoi, tu vois, à être utile à la société. Et pour ça, j'avais rejoint une boîte, alors que j'avais quitté Jean-François, Eric et toute ma bande pour aller vers une autre organisation qui s'appelait Melody Movies, avec un garçon qui s'appelait Bernard Verlet, qui faisait des films de pub. C'était, comment je l'avais rencontré, c'était assez étonnant. J'avais vu, il était en première page d'un magazine, et je me suis dit, mais ce mec, il faut que je travaille avec lui. J'ai pris mon téléphone, j'ai cherché Melody Movies, je l'ai appelé et je lui ai dit, voilà, je m'appelle Patrice, voilà, hein, j'ai une idée qui permettrait de faire des programmes et de les passer sur TF1, mais j'ai besoin d'une boîte de prod. Est-ce qu'on pourrait s'associer? Est-ce qu'on pourrait s'associer? Il m'a dit, oui, bah venez. Alors, on ne s'est pas associé, mais j'ai travaillé avec lui, il m'a ouvert sa boîte, et là, j'ai commencé à travailler dans les films de pub. Et pareil, c'était une époque merveilleuse, la publicité. On a fait des films pour les dames, pour la Citroën, tu sais, la X Citroën et tout, les avions, les chevrons sauvages, les trucs comme ça, des trucs de fou. Il y avait un pognon immense qui était dépensé dans les années 80. Et dans les années 80, il n'y avait pas de cause contrôleur. Un film de pub de 45 secondes, ça pouvait le payer un long métrage, quoi. C'était hallucinant. Et bon, ça a changé depuis. Moi, je l'ai quitté juste à ce moment-là. Je me suis dit, non, je ne veux plus, je veux servir, je veux rentrer dans la télévision. Et je suis rentré dans la télévision avec un projet que j'avais en tête, c'était l'Instit, l'émission de l'Instit. Et je me suis dit, j'avais beaucoup parlé avec un garçon qui s'appelait Pascal Joseph, qui était directeur d'un directeur à TF1, puis ensuite directeur de France Télévisions, sous Hervé Bourges. Il y avait Hervé Bourges qui était PDG, le directeur général, c'était lui. Et lui m'a conseillé, il m'a dit, écoute, il y a un domaine où il voyait que je m'entendais bien sur le travail de série. J'aimais beaucoup les séries télé déjà. Et il disait que le série, c'est l'art de la répétition et qu'on pouvait modifier des comportements en télévision. Ce qui était connu à l'époque,
c'était le product placement, quoi. Tu mettais, c'était des, tiens, il roule en Mercedes, ah bah t'achètes une Mercedes. Tu vois, bon, il y avait des mécaniques pour vendre de la marque. Moi, c'était la modification Du comportement. comportementale et il y avait un travail sur les valeurs. Et la première idée que j'ai eue, donc, en fait, c'est pas la première idée, c'est, il m'a envoyé, il me dit, tu devrais aller voir, pour aller chercher de l'argent, tu devrais aller voir, il y a des ministères qui peuvent peut-être compenser. Et donc, celui qui m'est venu à l'idée, mais parce que ma fille venait de naître, enfin, etc., et qu'il y avait plus, de 1983 à 1993, il y avait plus de postes à pourvoir que de candidats pour être instit, tellement la profession était dévalorisée. Et donc, j'ai eu une idée, enfin, l'idée, je trouve, c'était de prendre un mec qui est un ancien juge, qui est Gérard Klein joue le rôle d'un ancien juge qui a déconné. Alors c'est un numéro, c'est un épisode, c'est un numéro 0 que personne n'a jamais vu. Il a condamné à tort un ado, ça l'a brouillé avec sa famille. Enfin bon, il y a eu un énorme problématique dans sa vie. Et là, il dit, je ne veux plus condamner après, je veux prévenir avant. Du coup, tu as un mec qui est dans des hauts salaires, un juge, ça gagne bien sa vie par rapport à un instit, et qui choisit de devenir instit et qui a des valeurs républicaines absolues et tout. Et c'est exactement la même mécanique tout le temps. C'est construit. Et la capacité à influencer le public, elle a été très vite démontrée parce que de 1983 à 93, donc il y avait plus de postes à pourvoir que de candidats. Et en fin 92, on commence à diffuser l'instit, genre une fois par mois. Et le 4e, enfin bon, au mois de mars, ça y est, il y avait déjà plus de candidats au concours que de postes d'instit, donc je savais que j'avais gagné, quoi. Ça, j'étais très fier de ça. Puis après, j'ai fait d'autres émissions, toujours un peu axées vers les enfants et l'éducation, parce que je sais pas pourquoi, je devais être attiré par ça, mais j'ai fait M6 Kid sur M6, et puis il y a eu l'émission qui m'a beaucoup aidé financièrement, c'est les Minicoms, où là pareil, c'était une nouvelle pensée, c'était de donner un nom à une génération qui n'en avait pas, les 6-12 ans. T'as des ados avant, t'as des bébés, tu vois, enfin, t'as une mécanique, mais les 6-12 ans, c'est vraiment un public, avant, c'est l'enfant roi, il a tous les droits, et il arrive, il a 6 ans, il rentre à la grande école, et tout à coup, il n'a plus que des devoirs, des mécaniques, on lui demande des tas de choses, et on lui donne rien, il n'y avait pas de chaise, il ne peut pas aller au cinéma, parce qu'il n'y avait pas de trucs de réhausseurs. Enfin bon, bref, c'est un grand bordel. Et le militantisme. Voilà, il y a un militantisme enfantin, mais vous êtes priés, vous les grands, de ne pas tels, vos ordures, vos infamies, vos immondices et vos déchets dans ma nature. Arrêtons, nous disons stop aux pollutions, nous les petits, les minis, on n'en veut plus dans nos poumons. Pas ma planète. Putain, je me suis éclaté avec cette émission, mais alors vraiment, j'ai pu vraiment donner tes slogans. Voilà, une envie, une amélioration, et ça a vraiment marché. Il y a une génération Minicom, quand je dis ça à des gens de 35 ans, etc. Ah, tu es le papa des Minicom. Enfin bon, c'est toujours, ça a fait date. Et à ce moment-là, un peu après, comme ils avaient remarqué que pour travailler, je venais de la pub, donc je faisais appel à des études, je regardais bien les données, les données qui étaient
je m'intéressais aux études et Cali et Conti. Un jour, il y a le directeur des études de France Télévisions qui m'appelle et qui me dit, voilà, on a un gros problème, faut pas en parler. Je crois que j'en ai un peu parlé, mais bon, peu importe. Il ne fallait pas parler qu'il y avait 15% de la population qui était en train de se désintéresser de la télévision. C'était des femmes. Ce qu'on a à l'époque, c'est en 95, ça, donc à l'époque, on ne savait pas que... on n'avait pas donné de nom. Après, on les appelait les créatifs culturels en France, ou cultural creative en anglais, qui est un meilleur mot, je pense, parce que créatif culturel, ça veut pas bon, bref. Et alors que cultural creative, il y a un côté créateur de culture. Et bon, bref, il y avait une nouvelle population qui refusait le moi d'abord, le toujours plus, la société de consommation, qui s'intéressait au développement personnel, à la spiritualité, à l'écologie, aux droits de la femme. C'était essentiellement des femmes. 66% de cette population était féminine et le reste, c'était des mecs qui épousaient plutôt les valeurs féminines, étaient plutôt des conjoints, tu veux dire, avec les dames, voilà. Donc, quand moi, j'ai étudié cette cible, et en fait, quelque part, je suis tombé amoureux de ma cible, quoi. Et en fait, le brief il dit, ce serait bien que tu trouves un jeu. Donc, en fait, le jeu du Tao, au départ, c'est une commande. Hein. C'est un mec qui me dit, un jeu qui soit un jeu d'initiation, avec cette phrase que j'ai pas tout à fait compris par ailleurs, en disant parce que l'initiation en tant que je ne sais plus quoi, valeur culturelle, a sa place sur France Télévisions. Alors oui, peut-être. Mais donc j'ai commencé à travailler sur l'idée de ce jeu et j'ai fait quelque chose qui était plutôt grandiloquent. C'était des équipes, il y avait des stars, enfin bon, c'est Fort Boyard, quoi. Je travaillais avec Jacques-Antoine, c'était mon maître, c'est mon papy, il m'a tout appris, c'était vraiment un mec pour qui j'avais non seulement le plus grand respect, mais une espèce d'amour filial. C'était le père que j'aurais voulu avoir, quoi. J'ai eu la chance de le rencontrer grâce à toi à plusieurs reprises, mais ouais, pour moi, c'était la tête et les jambes, c'était Fort Boyard, c'était tout ça. Ouais, c'était le schmilblick. Ouais, le schmilblick, ouais. Le schmilblick. Ouais. La course autour du monde. La chasse au trésor, enfin bon, plein, et il en a fait. Bref, le mec des jeux d'aventure. Donc au début, j'avais fait un jeu d'aventure, un premier truc, et puis ils voulaient diminuer. En fait, j'ai fait un test. Alors c'est une maladresse de ma part qui la directrice du créneau où ça devait passer me fait venir et elle me dit mais expliquez-moi le jeu du Tao, et je la fais jouer en one-to-one comme ça, et bien sûr c'est très puissant en one-to-one, c'est comme tu parles à un psy, ce qui est pas un psy, qui est un jeu, tu réponds à des cartes. Elle a adoré, elle dit mais non, c'est ça qu'il faut filmer. Ah putain, donc ça me cassait tout mon truc, mais bon, je n'allais pas dire non. Et donc je reprends le système narratif, le processus, et je fais un pilote. Alors il y a eu Juliette Binoche, ouais, je me rappelle de Juliette. Donc on fait quelque chose, et là c'est moi qui dis non. Je dis ah non. Parce que ce qui leur plaisait à eux, c'était le côté à jeu de la vérité. C'est qu'effectivement, dans le jeu du Tao, la personne va parler d'elle et va pleurer. Parce que tu sais, cette rencontre avec l'émotion, qui est pas tristoun, c'est juste qu'elle va pleurer. Et eux, ils attendaient ça, mais ils allaient vraiment, ils voulaient pousser dans le jeu de la vérité. Or, un auteur comme moi n'a aucun
c'est pas tout à fait vrai, mais n'a vraiment aucune influence. C'est-à-dire que quand la production est partie, tu peux plus rien faire. Tu peux gueuler après, comme j'ai fait quelquefois pour les Minicums. J'aurais fait un procès. Enfin, bref. Mais quand ils essayent de tourner, bien sûr. l'histoire. Mais là, je sentais que c'était pas possible et je me suis dit, je vais le mettre sur le web. Et puis, et il y avait toujours pas de jeu à part la création m'avait proposé Daniel, qui était un jeu qu'il avait ramené des Indes. Un jeu de plateau. Le premier plateau avec un Bouddha et des trucs comme ça, et qui avait déjà 4 questions à l'époque. Que cherches-tu? D'ailleurs, c'est à ça que j'ai vu. C'est ça qui m'a fait craquer. Putain, t'as raison, ça peut durer plus de 10 minutes quand je parle. Mais bon, et puis l'auditeur, je suis désolé pour lui, il n'a pas de pouvoir tout suivre, mais j'ai envie de parler de ça. C'est Daniel et moi, on était auteurs, on écrivait des chansons ensemble, on écrivait nos émissions ensemble. Et disons que j'écrivais et lui, il martyrisait. Il était le père Fouettard. Enfin, il était insensé. Enfin, notre relation était complètement schizo, mais c'était génial. Et je l'appréciais beaucoup, même si on n'arrêtait pas de s'engueuler. Et donc, il arrive et on commence à jouer et il y avait 4 questions. Que cherches-tu ici? Et je donc réponds à la question que cherches-tu ici? Et je parle pendant 5 minutes, 6 minutes, je ne sais plus ce que je cherchais. Et je n'ai pas été interrompu par Daniel. Je dis, putain, ce jeu est génial. C'est comment c'est possible que je puisse parler et qu'on me laisse parler, qu'on me laisse vider mon sac jusqu'au bout. C'est un peu comme ton podcast aujourd'hui. J'ai trouvé ça fabuleux et ça a été vraiment le déclic. Je me suis dit, bon, on va prendre ce jeu-là, quoi. Voilà, donc je sais plus où j'en étais, mais enfin, t'en étais au jeu, pas la télé. Pas la télé. Et donc, je me suis dit, on va faire ça sur le web. Et donc, on a bien préparé la mécanique et tout. On a été voir chez Albin Michel. Et le patron d'Albin Michel, il était prêt à mettre, mais c'était de la folie, hein, 35 millions. C'est de l'époque, tu vois. Puis donc, alors, on prépare et tout. Et au moment où on est prêt, on arrive, j'avais une bande d'informaticiens. Pareil, c'était des hackers, des mecs, mais absolument fabuleux, complètement motivés dans l'histoire. Et il y a eu la bulle Internet, Internet qui s'est effondrée. Et du coup, j'avais plus rien. Et simplement, bon, j'avais même pas de plateau de jeu, tu vois. Et là, je me dis, bon, on va faire des plateaux de jeu et on va continuer, ça reviendra l'histoire, mais il faut que... Et comme on avait fait quand même pas mal de tests, etc., on a commencé à travailler, et puis après, je suis parti dans tous les sens. Comme moi, je suis pas du tout un manager, je suivais, j'essayais de surfer sur ce qui se passait. Et ce qui s'est passé, quelque part, je le regrette un peu, c'est que ça a été le monde de l'entreprise, justement, qui a été intéressé. Plus intéressé? Hein? Tu penses que le monde de l'entreprise est plus intéressé? Oui, parce que en fait, comment ça s'est passé, le monde de l'entreprise, c'est qu'il y avait un conflit entre 2 organisations. Du groupe Siemens. En fait, le groupe Siemens avait racheté Matra Transportation Systems, ceux qui font, tu sais, les trains électriques qui n'ont pas de chauffeur. Et donc, eux, ils avaient fait ça un peu partout. Et puis, ils avaient été achetés par le groupe Siemens, mais ils s'appelaient toujours pour eux, Matra. Entre eux, ils s'appelaient toujours Matra. Je ne sais pas si c'est un truc à dire aujourd'hui. Et ce n'était que des juifs.
Voilà. Bon, c'est un petit détail qui va avoir son importance parce que Siemens leur avait demandé de travailler avec un groupe à eux qui s'appelait Heavy Rail. Et Heavy Rail, ben, il y avait que des Allemands et des Allemands, comment expliquer? Ils étaient assez jeunes, assez tatoués de partout. C'était très très bizarre comme population. Fabriquaient des trains, mais et en plus les Allemands, ils ont un grand sens de la coopération. Ils sont beaucoup plus coopératifs que eux qui étaient dans le concours. Et il y avait un conflit entre ces deux sociétés parce que les anciens de Matra venaient de proposer un contrat qui était le train électrique de la ville de Chicago là, et c'était une très grosse opération financière, mais il fallait sortir une opération à 100 000 euros. Tout de suite, il fallait sortir 100 000 euros et ils avaient fait une porte d'entrée, mais alors que ça coûtait plus que 100 000 euros. Et donc, il fallait que les Allemands acceptent. Or, ils avaient déjà fait une affaire avec Heavy Rail, dans lequel Heavy Rail avait perdu de l'argent et eux gagnaient. Et du coup, ils s'étaient fait sermonner par le groupe en haut. Les autres avaient appris et ils étaient voilà, il y avait la haine entre deux et donc ces gens ne s'entendaient plus du tout. Et donc, quand je suis allé, alors j'ai dû aller. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a un joueur de Tao français qui était le responsable à l'époque de toutes les animations pour le groupe Accor. Et ce mec connaissait le négociateur qui était entre les deux et qui avait peur parce que et donc il m'appelle, est-ce qu'il entend parler d'un jeu qui met tout le monde cool, etc. Est-ce que vous pouvez intervenir en médiation, quoi? Je dis oui, je peux, mais à condition que ce soit le sujet sur lequel c'est la partie, c'est de régler le problème. À ce moment-là, je peux effectivement, mais c'est pas, il n'y a pas besoin de négociation, c'est le jeu qui. Ouais, et je dis ça complètement au hasard. Je n'ai jamais travaillé en entreprise, je ne connais pas ce monde-là, et ça a marché. Et ça a marché parce que, en fait, j'ai mis un par un et j'ai demandé la quête personnelle de chacun d'abord. Et la quête personnelle du français, enfin, c'était de faire un nouveau train. Il allait prendre sa retraite et il voulait faire une nouvelle expérience, etc. Et la quête du patron des Allemands, c'était de pouvoir passer un week-end tranquille avec sa femme sans être emmerdé par ce problème qui me faisait chier depuis 18 mois. Et donc, bon. Et puis, il y avait aussi une chose que j'avais remarqué, parce que pourquoi il y avait eu un conflit? Parce que eux, ils discutaient tout le temps des tarifs. C'est-à-dire que l'équipe française, tu vois, renégociait tout le temps, regardait, tu vois, examinait. Alors que les Allemands, non, pas du tout. Les Allemands ils considèrent qu'un prix, c'est un prix, où on travaille, où on le fait, ou on le fait pas, mais ils ont un respect de la somme de la facture qu'on leur propose. Et donc, c'est vraiment un état d'esprit totalement différent, mais chez les Français, ça faisait mal parce qu'ils avaient tellement étranglé leurs fournisseurs que dans leur histoire, il y avait 3 de leurs fournisseurs exclusifs qui avaient dû déposer le bilan. Ouais. Donc, en fait, collectivement, ils en riaient, mais individuellement, ils en avaient honte. Et comme moi, je partais individuellement, dans le début, j'allais les interviewer, etc. Enfin, je ne les interviewais pas, je leur donnais une carte un Taoracle, un Yiking.
Et les gens pensaient que j'étais un magicien, que j'étais un acteur, parce qu'on leur a dit télévision, des trucs. Ils pensaient que j'étais un mec qui faisait des tours de magie ouais. Avec des cartes. Et il y avait des mecs, tu sais, il y a des cartes dans le haut, la famille est en C'est désordre, ça. etc. Mais qui voulaient savoir comment j'avais les infos. C'est ça. Des trucs de ouf. Et en fait, en les mettant un par un et parler de leurs problèmes individuels, ils se sont... il y avait plus de haine et ils ont trouvé 14... alors c'était une partie longue, on a commencé vers 13h, on a fini vers 20h, 20h30 le soir. Ils étaient 12, 1, 2, 3. Mais ils avaient des solutions et... Alors, chaque fois qu'ils trouvaient une solution, un truc à résoudre sur une manière de faire, ils allaient retravailler le lendemain pour le succès. C'était juste l'idée de le mettre en place. Ils en ont trouvé 12 points, enfin bon, bref. Et ça a été un grand succès. Et à partir de ce moment-là, les gens qui m'avaient refilé le boulot en ont parlé il y a eu un petit article de presse. Et puis, et après, voilà. Il y a mon pote de la SNCF qui est venu, d'autres. On n'a jamais fait de prospection client, quoi. On était appelé. Et je pense que là, je me suis endormi. J'aurais dû approfondir mon travail de R&D, de recherche et développement pour agrandir le jeu. Qui était quand même, malgré tout, très développement personnel et pas assez outil pour aider la transition comme je voudrais qu'il soit aujourd'hui, quoi. Ouais, alors j'entends ce que tu dis. Moi, je me place pas tout à fait du même côté que toi, puisque j'étais pas l'initiative de la création. Moi, je me suis retrouvé plutôt comme étant un utilisateur ou un propagateur de cette méthode. Et j'ai trouvé quand même que oser de parler de sa vulnérabilité, oser de parler de son intimité, oser parler de soi, comme tu le sais, ça n'a pas de soi, et surtout dans le milieu professionnel. Et j'ai trouvé que ça a été une opportunité extraordinaire pour beaucoup de gens qui n'auraient jamais fait ça, surtout, en tout cas, moi j'ai bossé pas mal dans des environnements qui étaient plutôt masculins, plutôt d'ingénieurs avec, et où c'était pas si simple pour les hommes de faire ça. Et j'ai trouvé que ça avait amené un tel... tu vois, une valeur qui est fondamentale pour moi, qui est la douceur, grâce à ce jeu. Et dans un endroit dans lequel il n'y avait pas de douceur. Je ne veux pas dire que pour autant il n'y avait que de la dureté, mais il n'y avait pas de douceur. Et je trouvais que ça a eu d'autres vertus que celles que tu décris. Tu vois, il y a des effets, j'ai envie de dire, qui se coulent. Tu vois, il y a des effets qui sont pas induits par le jeu directement, qui sont induits par le processus de la parole, qui est un des processus du jeu, bien sûr. Mais je dirais que quand on commence à avoir goûté à ça, on peut pas se dédire. Et je trouvais que c'est aussi ça qui était extraordinaire pour moi. C'est un peu comme je me rappelle une fois où c'est arrivé presque qu'une seule fois qu'une personne ne voulait pas jouer au jeu. Et par habitude, j'ai toujours dit que les gens qui jouaient pas ne pouvaient pas participer. Et là, j'avais accepté que la personne soit à côté de moi. Et elle participait pas parce qu'elle était contre, elle passait son temps à dire qu'elle était contre, qu'elle voulait pas, c'était se livrer, c'était prendre des risques, c'était bref, ok. Et au bout de 2-3 minutes, elle commençait à faire des commentaires. C'est-à-dire qu'elle voulait faire du feedback elle-même, comme dans le processus du jeu, tout le monde. Je lui ai dit, non, tu joues pas. Et au bout d'un moment, elle était tellement frustrée de pas pouvoir faire ses feedbacks qu'elle a commencé à accepter de jouer juste pour pouvoir faire des feedbacks. Et ensuite, elle a joué, elle a proposé sa propre quête et elle a pas pris un truc léger. Je me rappelle plus exactement, mais je me rappelle que tout le monde l'a regardé en me disant, waouh, quand t'y vas, toi t'y vas. Tu vois, et j'ai trouvé que c'était assez formidable à quel point, y compris les ennemis du jeu, si on peut dire ça, parce que les ennemis, il y a peut-être pas le terme, mais en tout cas de gens qui en avaient peur, qui voyaient ça comme étant plutôt une propagande du diable, si je pouvais dire, tu vois, d'avoir très peur de ce qui pourrait se passer avec ça, étaient souvent des gens qui devenaient les plus grands aficionados ensuite, quoi. Ouais, il y a ça, mais moi je n'ai jamais eu d'angoisse vis-à-vis de ça. Par exemple, si quelqu'un, là ça s'est passé un peu par hasard sur la demande de la personne, mais moi, de la manière dont je l'animais, si quelqu'un ne voulait pas jouer, je lui dis c'est pas grave, t'as observateur, t'es juste obligé de faire des feedbacks.
Donc, Ouais. lui, il aurait été très heureux. Mais quand tu fais un feedback, tu parles de toi. Bien sûr. Et donc, tu rentrais dans le système et après, tu regrettes de pas avoir pu parler. Enfin, ouais, voilà, le Ouais. processus, etc. Non, mais je pense que c'est surtout la force du jeu du Tao. Elle est vraiment dans pour moi, c'est 3 mécaniques. Un, c'est l'introspection. C'est-à-dire, on pose des questions, on est obligé d'y répondre et d'aller voir en soi, Ouais. d'oser, c'est-à-dire, Exprimer, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est une boucle. C'est-à-dire, pour se connaître soi-même, faut savoir ce que l'on veut, et pour savoir ce que l'on veut, il faut se connaître soi-même. Il y a une espèce de boucle qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'à partir d'une quête individuelle, comment veux-tu adhérer à des gens que tu connais pas si ils ne respectent pas ta quête, quelle que soit la quête individuelle que tu vas dire, même si c'est, voilà, je veux planter des choux, ce soir je veux manger une choucroute, quelle que soit la quête énoncée, de toute manière, tu vas creuser avec le jeu du Tao, Même des trucs légers. que ta maman, C'est elle ça, aimait j'adore. la soupe aux choux, enfin bon, des trucs de ouf qui vont émerger. Et donc, c'est ça qui m'a vraiment tout de suite la quête individuelle était nécessaire avant d'entrer dans la Bien quête sûr. collective. Et je sais qu'il y a plein de boîtes qui m'ont toujours demandé, mais alors il faudrait que la quête énoncée soit en lien avec la boîte. Je dis non, non, absolument pas. J'ai toujours refusé. Et quelquefois, d'ailleurs, naturellement, il y avait des boîtes. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, les côtés partout, ou des trucs comme ça, où le mec énonçait sa quête, et la quête, c'était « je veux la place du patron Ouais. ». Mais je veux prendre la place du patron, c'est pas mauvais. Ça veut dire que le patron va pouvoir se libérer, va pouvoir monter et aller ailleurs, et qu'il a un successeur désigné et tout. Non, non, c'est très bien. C'est très puissant, en fait. Et donc, il y a ça. Il y a le hasard. Alors ça, c'est le truc que les gens comprennent pas, quoi. Toi, le fait que tu tires des questions au hasard. Et qu'elle te parle. C'est illogique. Et pourtant, tu tombes toujours sur la bonne question qui te creuse, etc. Et à la fin, tu termines avec le yiking. Alors là, tu vois, où ils tirent un tas oracle. Et pareil, là, ils reçoivent 3500 ans de sagesse. Qui leur analyse ce qu'ils ont à faire, et puis la création du buddy. En fait, c'est 3 mécaniques, c'est-à-dire le buddy, c'est le compagnon qui va t'accompagner dans le souhait, enfin, dans la quête que tu vas énoncer, tu as pris un engagement, et il va t'accompagner dans ton engagement. Et ça, c'est super puissant, quoi. Parce que là, on se parle en entre-soi, entre guillemets, puisque tous les deux, on connaît très bien le jeu. Mais pour des gens qui connaissent pas, tu vois, peut-être qu'il faut un peu plus expliquer ce que c'est que le yiking, ou c'est quoi ce processus d'oracle, et peut-être aussi les processus mis en place dans ces questions qui sont les mondes, et à quoi ils correspondent, tu sais, pour que peut-être qu'ils comprennent un peu mieux, sans rentrer dans toute la problématique du jeu. Alors, les mondes. Il y a 4 mondes. En fait, les 4 mondes, c'est le monde de la Terre, c'est le monde où tu vas clarifier ton désir. En fait, d'ailleurs, maintenant, il y a un parcours où tu as toutes les questions, enfin pas toutes, mais tu as 40 questions dans l'ordre, dans un ordre précis, et qui vont c'est très puissant. C'est le parcours, en fait. Ça existait dans le livre, et c'est un truc que je n'avais jamais fait. C'est-à-dire que j'ai souvent dit aux gens, si tu réponds à toutes ces questions du livre, ta quête va réussir. Comme un jeu de loi. Comme un jeu de loi. Et en fait, ça marchait. Mais il y avait des gens qui me disaient « Oh oui, Patrice, c'est génial ton jeu, j'ai suivi le bouquin et tout. » Et moi, je l'avais jamais fait. Je l'ai d'ailleurs jamais fait. Toujours fait. Toujours pas fait. Mais bon, je trouvais ça sympathique, jubilatoire, mais sans vraiment comprendre la mécanique. le pourquoi en tous les cas, par rapport aux questions, je n'avais pas cette notion. Mais
en étudiant le Yiking, puisque là, j'ai été appris, j'ai compris la puissance du Yiking, c'est-à-dire la puissance du... Le hasard, c'est une notion totalement occidentale. D'ailleurs, dans le bouquin, je l'écrivais, c'est arrivé très tard. Le Yiking, la notion de hasard, c'est venu de Guillaume de Tyr, qui était un chroniqueur des croisades, qui en revenant des croisades est passé... Parce qu'avant, tout était la volonté de Dieu. Oui, il y avait toujours la destinée. Quoi qu'il t'arrive, c'était Dieu qui avait décidé. Mais là, il y avait une notion différente. C'était Guillaume de Tyr, en voyant des musulmans dans le château de Al-Azhar en Syrie, avait vu des musulmans qui jouaient au dé et s'est demandé, mais qui arrête le dé? Et ça peut pas être Dieu, puisque c'est des mécréants. Et la notion de hasard est née à partir de là. Mais sinon, avant, voilà, tout faisait sens. Et nous, on a, en Occident, on a une vision très séparée des choses. Alors que en Chine, le Tao, alors déjà le Yiking, le Yiking, c'est au départ un outil d'aide à la prise de décision qui va être créé de manière complètement empirique par des chamans amérindiens, mais qui vont pas amérindiens, qu'est-ce que je raconte, Chinois, des Chinois qui travaillaient pour des grandes familles et c'est une aventure intellectuelle qui dure très très longtemps, mais du Yiking est sortie de la philosophie du Tao. Et la philosophie du Tao, c'est une philosophie très douce, c'est une acceptation inconditionnelle du moment présent. Déjà, il n'y a que le moment présent qui compte, l'avenir, tu verras, le passé, c'est passé, et de toute manière, ce que tu en penses, c'est faux parce que tu n'as qu'une vision, que ta vision subjective à toi. Donc, ce qui est important, c'est comment tu te comportes dans le moment présent. Et ça, et surtout, la philosophie du Tao, c'est qu'on est tous interconnectés. Nous sommes tous de la poussière d'étoiles et nous sommes reliés les uns avec les autres. Et notre gros problème, c'est que nous faisons appel à notre cerveau gauche, donc il y a besoin de carré, et pas assez à l'intuition, au cerveau droit, qui est de l'autre côté, qui est une autre manière de voir les choses, etc. C'est deux... cette compréhension que moi j'avais déjà, mais parce que le Yiking, en fait, je l'utilisais depuis des années par ailleurs, mais je savais que ça ne se... Voilà, que c'était un outil de bon conseil, et je ne savais pas que ça ne se trompait jamais. Je n'aurais pas osé le dire à l'époque, je le tirais par moi-même, enfin c'était quelque chose, c'est un outil personnel, je le tirais pas par les autres. Mais là, de pouvoir le divulguer et d'oser dire à quelqu'un, le Yiking, ça ne se trompe, le Tao Oracle, ça ne se trompe jamais, et les personnes qui tombent sur la carte, et la carte effectivement décrit leur situation et leur donne un conseil, bon, et ce conseil n'est pas le mien, c'est le conseil qui a 3500 ans d'âge. Les questions sont pas les miennes, donc c'est un amalgame de deux civilisations. Il y a les 4 éléments, tout ça, c'est vraiment très l'Occident. Voilà, t'arrives avec ta problématique et tu sors avec un petit goût de sagesse et d'intelligence collective. J'ai trouvé ça... Voilà, je ne savais pas en le faisant que ça donnerait cet effet-là, quoi. Ouais, donc tu étais dépassé par ta propre création. Généralement, je suis souvent dépassé par mes propres créations. C'est bien, c'est bien. Et donc maintenant, tu travailles sur quoi? Tes nouveautés, c'est quoi? Je sais que... Non, il n'y a pas vraiment de nouveautés, c'est une horreur. Là, actuellement... si, j'ai joué à quelque chose avec toi récemment, c'était une nouveauté pour moi. Alors ça, c'est l'IA. Mais non, mais avant l'IA, ce que je cherche à faire et ce que j'ai... les modifications que j'ai mis à l'intérieur du jeu du Tao, c'est plutôt quand... en fait, le jeu du Tao a beaucoup servi pour un mouvement qui était pratiquement né chez nous, là, à Tao Village,
qui était le mouvement des colibris. On leur avait passé l'étage d'en dessous, ils travaillaient, etc. Et il y a toute une équipe, Laurent Van Dithuizen, on a fait aider le mouvement des colibris à se structurer et en utilisant la sociocratie, je me rappelle bien toutes les ces 5 disciplines et tout ça. Donc, et là, c'est vraiment un état d'esprit complètement en phase avec l'esprit Tao. Aucune décision ne doit être prise si quelqu'un qui a à vivre avec cette décision n'a pas été consulté auparavant. Cette mécanique a fait en sorte que dans les organisations, on entrait, il y avait des transformations. On leur a apporté un élément sous forme d'un jeu. On a apporté de la spiritualité, quoi. C'est-à-dire que lorsque et déjà les rituels du jeu du Tao, c'est extraordinaire pour ça. Par exemple, tu lances le dé, mais quand tu lances le dé, tu sommes le destin d'exister. Tu vois, tu admets que le monde est rempli de force, d'énergie, de 10 000 trucs. T'es pas obligé de retourner, tu veux dire, en Syrie pour vérifier si le hasard est là, quoi. On n'est pas obligé d'aller voir ça. En tous les cas, il y a quelque chose, et surtout, c'est ça qui était bien. Si tu arrives dans une boîte et tu veux changer le mode de gouvernance, tu vas avoir des contestations de c'était mieux avant. Les salariés, ils n'ont pas envie d'être autonomes tout le temps. Il y en a, ils préfèrent laisser la responsabilité au chef. Ah, le chef se plante, tant pis pour lui. Le fait d'interroger qu'il y ait une interaction et qu'il ait à s'exprimer, ça va apporter une responsabilité, ça va créer un lien collectif qui est jubilatoire parce que on va trouver effectivement des solutions et à la fin, tout le monde est obligé d'être d'accord. Comme dans un processus d'entreprise libérée. Exactement. Okay. Alors, c'est né de là. Les entreprises libérées, l'holacratie, toutes les techniques, les gouvernances, etc., ne seraient pas venues, n'auraient pas émergé s'il n'y avait pas eu, comment il s'appelle? Gilles Charest. Charest. Alors, c'est lui que je l'ai rencontré. Non, mais non, le Hollandais. Ah, le Hollandais qui a mis en place. Gérard Edenburg. Voilà. C'est ça, Gérard Edenburg. C'est un génie, ce mec. Et en fait, c'est un cybernéticien. C'est-à-dire que le type, il voulait savoir comment faire remonter l'information d'en bas en haut. Et c'est là où il a créé ces cellules où déjà, il faut un animateur, et l'animateur, il fait circuler la parole, il n'agit pas, il est animateur. Un secrétaire qui note tout, qui va aller convoquer, qui va être élu sans candidat, l'élection sans candidat, etc. Un double lien qui va remonter l'information au cercle supérieur avec le droit au zéro objection, enfin des techniques. C'était fabuleux déjà, cette manière de travailler. Oui, qui permettait d'envisager que qu'on appellerait les architectures invisibles soient déjà mises à jour et prendre conscience que quand on est en bas dans une structure qui est pyramidale, ça induit des choses. Quand on est en haut, ça induit des choses. Ouais. Et donc, il faut contrebalancer ces systèmes inductifs. Non, c'était bon. Disons-le, on a eu de la chance. On a trouvé. Et en plus, ça s'est construit au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'était des demandes qu'on me faisait. Et en fait, moi, je me rappelle le jour, la première partie qu'on avait faite, une très grande partie, on avait fait jouer 80 cadres, 80 responsables de banque. Oui, Crédit Mutuel. Pour le Crédit Mutuel. Dans un grand gymnase. Hein? Dans un grand gymnase. Ouais, je sais plus, oui, ça devait être énorme. T'étais là? Non, je suis arrivé juste après, donc c'est pour ça que je me rappelle, parce que on m'en a parlé pendant... Non, mais parce que déjà, me rappeler du gymnase, oui, effectivement, c'était un énorme truc. Mais j'ai jamais fait attention à ce que c'était. Mais c'était donc un gymnase. En tous les cas, ça avait tellement été puissant. Et le mec, le responsable, me dit, écoute, là, on a un problème maintenant. C'est comment on fait remonter l'information de bas en haut.
Enfin, oui, c'est ça. Comment on sait ce qui se passe en bas? Parce que bon, nous, on a vu l'avantage là pour les managers. Maintenant, Comment on descend cette affaire? Comment on fait pour faire là-bas et remonter? Mais bon, là, j'en ai aucune idée a priori. Et puis, je pars au Canada. Et je rencontre Gilles Charret, qui veut faire lui, il veut apprendre le Tao, et moi, et qui me montre. Ah non, mais c'est comment je l'ai vu, qui avait écrit un article. J'étais chez un type qui s'appelait Jacques Languirand, qui était un très grand journaliste au Québec, un mec extrêmement connu. Il avait une émission de radio tous les dimanches où il analysait pendant 4 heures des bouquins. Et quand il avait vu le livre du jeu du Tao, où il y avait tellement de choses, il avait consacré pour la première fois depuis 30 ans, parce que ça a duré 35 ans sans émission, il avait consacré toute l'émission qu'au jeu, au bouquin du jeu. Et donc il était un peu une célébrité, et en lisant des trucs sur lui, je lis un article qu'avait fait Gilles Charret. Je dis putain, je dis mais où il est celui-là, le truc. Et je vois bien qu'il a l'accent, parce que c'est un bouquin, tu peux penser que c'est un bouquin français, c'est écrit en français. Mais tu vois quand même que c'est québécois. Tu vois, il y a une manière d'écrire, il y a des mots. Je dis bon, il est là, je vais le chercher, et je le trouve assez rapidement où il est. Je l'appelle et puis on se rencontre et il m'explique la sociocratie. Oh là là, le flash dans la tête. Là, j'ai vu l'avenir rose. Je me suis dit, et jusqu'à ce moment-là, j'avais une demande de faire une opération, mais je n'avais pas encore vu le maire de la ville de Saint-Paul. Oui, pour Saint-Paul, pour la Réunion. Pour la Réunion, mais je ne savais pas. Mais hop, là, tout à coup, je savais que je pouvais servir, qu'il suffisait d'intégrer ça, au jeu, la sociocratie dans le jeu, et j'étais le roi du monde. Bon, je suis pas devenu le roi du monde, on peut se tromper, mais ça a super bien marché, quoi. Et ça, en fait, c'est un morceau de vie, c'est une autre. Le jeu du Tao, ce qu'il propose aujourd'hui, et c'est ce que je cherche aujourd'hui à faire, c'est créer des petites mini-cellules interconnectées ensemble, c'est-à-dire avec la possibilité, et que c'était mieux. Je ne crois pas que le monde va aller autrement que de mal en pis dans l'avenir. C'est-à-dire, bon, le réchauffement, ça, on va avoir de plus en plus chaud, il va y avoir de plus en plus de crises économiques, il va y avoir plus en plus, tout va s'effondrer plus ou moins. Mais c'est à chaque fois dans ces moments-là que les mouvements de solidarité se créent. Et bon, c'est un exemple que je donne toujours. Les moments où j'avais pas de thunes, etc., ça m'est arrivé d'avoir des grandes périodes bizarres comme ça. Mais bouffer du riz avec des potes, c'est superbe, tu vois. L'important, c'est d'être avec des potes et de pas être seul dans sa seule. Et de t'amuser et de faire de la fête et rire beaucoup. Et ça aussi, il y avait un petit côté festif dans le jeu qui était voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, on a commencé c'est un peu ce que pour ça qu'on s'est séparés, je pense, etc. Je ne me suis pas occupé de ce dont j'aurais dû m'occuper, c'était l'avenir du jeu du Tao, et pas l'avenir du jeu du Tao dans les organisations, parce que c'était pas mon truc, les organisations, entre guillemets. Ouais, j'entends bien. Là, ma recherche, c'est comment, au-delà des organisations, mais en passant par les organisations, c'est travailler, en fait, relier des gens qui, les pouvoirs, pas les pouvoirs publics, mais les pouvoirs municipaux, c'est-à-dire dans chaque ville,
tu vois, créer un lien entre l'État, qui n'est pas toujours là, les acteurs locaux, les entreprises, la municipalité et les citoyens, les associations et tout ce qui se crée. Et il y a une organisation qui s'appelle la Fabrique des Transitions qui a déjà eu 450 projets qui ont mis ça en place. Et moi, comme j'ai trouvé une fondation qui finance mes recherches et ce qui les intéressait, c'était l'élévation de la conscience, okay, qui était et en deuxième, le travail sur la transition et plus particulièrement sur la transition intérieure. Même s'ils ont aidé Rob Hopkins, etc. Et donc, moi, tu peux en dire un peu plus sur la transition intérieure? Oui, alors la transition intérieure, on pourrait dire, tu as entendu parler de la Totnes, la ouais. ville de Totnes. Totnes, il y a, ça, je m'en suis aperçu en 2008, il y a une fille qui s'appelle Sophie Bank, que je l'aime, je l'ai jamais vue, hein, mais j'ai craqué sur elle parce qu'elle faisait comment il s'appelle, de l'hypnose, mais à tous les citoyens de la ville. Une ville de 7500 habitants venait à la mairie, elle les prenait par groupe, etc. Elle les mettait, elle racontait pourquoi on est là, elle leur expliquait pourquoi, bon, il y avait une envie de la ville, il y avait, tout le monde était d'accord, il y avait pas, c'était pas trop difficile, mais elle leur faisait un rêve éveillé, elle leur faisait faire un rêve éveillé, c'est-à-dire, tu vois, avec la mise en état alpha, et ensuite d'imaginer la ville dans 2 ans ou dans 3 ans, comment c'était, tout allait bien, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'il y avait de mieux, comment ils étaient habillés, comment ils mangeaient, enfin, c'était hallucinant. Et elle expliquait ça dans un film, et moi je regarde ça, je me dis mais c'est trop fort. Allons-y. Et c'est bon, ça a été complètement avec le jeu du Tao. Et maintenant, non, Philippa, c'est sa assistante, mais Sophie Bank, etc. Et Philippa et tout ça, ben, ont intégré, enfin, sont en termes d'intégration du jeu du Tao pour créer des villes en transition. Alors, qu'est-ce que c'est que la transition ? Il y a les transitions écologiques, économiques, c'est aller vers des trucs soutenables, mais la transition intérieure, c'est en fait, nous, en tous les cas, on n'est pas suffisamment en état d'alerte. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une femme qui s'appelle Johanna Messi, qui a écrit et qui a créé une technique qu'on appelle le travail qui relie. Et ce travail qui relie est un des outils qu'utilisent les villes en transition, et tu vois, et qui est basé sur 4 thèmes. C'est-à-dire pour elle, ce qui ne marche pas, c'est que la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est une crise spirituelle. Bien sûr. Et pour pouvoir revenir à l'intérieur, il y a 4 étapes qu'elle a définies comme ça. D'ailleurs, la première étape, c'est de s'ancrer dans la gratitude. Et s'ancrer dans la gratitude, c'est vraiment quelque chose de... c'est voilà, la gratitude, c'est le socle commun de toutes les traditions spirituelles. Ok, déjà, quand tu rentres dans la gratitude, tu es obligatoirement dans le moment présent. Tu as et si tu te mets à remercier tous les matins, la première chose que tu fais, tu as la pêche pendant toute la journée. Si tu le fais pas, ça va dépendre des aléas de ta journée. C'est ça. Mais s'ancrer dans la gratitude, c'est vraiment une puissance. Le deuxième plan, c'est d'aller honorer sa souffrance, mais honorer sa souffrance, la souffrance que l'on a vis-à-vis des phénomènes que l'humanité fait subir à la planète, quoi. Pourquoi nous destroyons tout, et en fait, on n'a pas l'habitude de dire ces choses-là.
c'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Ça fait pas bien, tu vois. Maintenant, ça commence, tu vois, parce que ça commence à s'ancrer, on commence à en parler. Et à la télévision, j'ai pas l'impression non. qu'on honore la souffrance, on a plutôt tendance à critiquer la situation. Tu vois, on a vite fait de se vilipender. Exactement, mais honorer sa souffrance, hein, tu vois, c'est d'en parler, de Bien dire sûr. ça, c'est honorer ton militantisme par rapport à ça, parce que théoriquement, si tu as mal là, ben, c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à faire. Et en tous les cas, c'est cette technique-là, et d'oser en parler, tu vois, à des, comment dirais-je, à d'autres citoyens, à d'autres personnes qui ne partagent pas nécessairement la même problématique, mais ça va pouvoir, tu vois, ça va enclencher quelque chose, et dans le cadre d'une partie de Tao, la recherche d'une solution. Donc, pour moi, c'est une des questions. Voilà ce que j'ai fait. J'ai changé certaines questions que j'avais en double dans le jeu du Tao, je les ai remplacées par honore ta souffrance, et puis ancre-toi dans la gratitude. Enfin bon, j'ai des questions sur la gratitude. La troisième étape, après, c'est changer de cap. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as fait ces deux étapes-là, tu peux commencer à aller vers une autre direction, choisir le truc qui te plaît, et enfin, puis après, bon, tu fais comme tu peux. La quatrième étape, c'est... Et ça, moi, ça m'a... La quatrième étape, ça s'appelle quoi? Fais comme tu peux? Bon, comment elle l'appelle, Johanna? Je ne sais plus exactement, il faudrait que je la cherche. C'est pas grave. Je ne l'ai plus en tête, mais c'est l'action, c'est-à-dire tu entres en action, quoi. Il y a une fois que tu as commencé à changer de cap, c'est agir, quoi. C'est peut-être... Voilà, puis il y a plein d'autres techniques qui sont arrivées. Il y a le travail sur la résistance, le travail des groupes, il y a une espèce de compréhension. Moi, j'ai vraiment envie aujourd'hui que le jeu du Tao soit un outil qui participe activement aux transitions, etc. Donc, mon boulot, c'est d'affiner ça. Et comme c'est difficile de former des animateurs et que le jeu du Tao, il est vraiment aujourd'hui très basé pour la plupart des joueurs. Il y a quelques-uns qui font du travail en organisation, mais la plupart, c'est du développement personnel et uniquement personnel. Bon, alors déjà, là, j'aurais mis quelques questions pièges avec le nouveau jeu, en espérant qu'il y ait des veilles de conscience, mais surtout, je paramètre un animateur virtuel en intelligence artificielle qui, lui, va bien expliquer la règle, qui est un super animateur et qui va permettre, en fait, d'être un outil de formation à grande échelle démocratique. Le problème, c'est que ça coûte chaque partie de Tao coûte à peu près, en prix de revient, ça me coûte à moi. Ça coûte à la fondation. À la fondation, presque 15 €. La partie, c'est 12 € l'audio, la voix. Et on a pris Claude comme ordinateur, 7 € à peu près, une partie de Tao sur l'intelligence artificielle elle-même. Mais ça fait beaucoup. Donc, tu vois, quand tu es à... quelques milliers de parties, bien sûr. 19 € une partie, ça fait... Oui, tu peux pas refaire des parties. Ouais. Oui, ou alors ça coûte, mais imagine que c'est un succès. Voilà. Donc, il faut que je trouve... donc là, je suis toujours dans la technique pour que les gens... ça paye. C'est ça. Il y a encore plein de petits outils difficiles à piger comme ça. Maintenant, je pense que je peux être aidé par l'Europe. Il y a plein de trucs. Pour le moment, je suis dans les R&D. J'ai testé ça. Enfin, je suis pas inquiet. Si, je suis inquiet sur mes capacités à gérer l'histoire après, mais bon, on verra ça après. On arrive, ça touche à sa fin. Et je voulais te demander justement, avec quoi tu as envie de finir? C'est quoi ta plus belle traversée? Ma plus belle traversée, c'est avec quoi j'ai envie de finir, c'est une demande en fait. Il y a des gens qui vont écouter
les pauvres. Il y a des gens qui ont écouté Jusqu'au bout. notre conversation jusqu'au bout. C'est de participer là. Je vais essayer de faire un site communautaire où les gens peuvent venir pour trouver le moyen d'agir ensemble, découvrir le jeu du Tao et comment régler des fois. Il va y avoir beaucoup de problèmes relationnels qui vont se créer. On sait l'influence que le jeu peut avoir sur la santé. On a fait des tests de tout azimut dans le relationnel, dans l'entreprise, dans les familles, etc. Bon, et surtout, c'est un jeu volontariste. C'est-à-dire, tu as une quête. Donc, et la quête, maintenant, on a trouvé le moyen que tu ne dises pas n'importe quelle connerie au départ. On va la creuser avec les questions. Donc, elle va s'affiner. Elle fait grandir l'individu. Donc, voilà, j'essaye de créer une communauté de gens qui ont envie d'agir ensemble, mais au niveau mondial. Tu vois. Ok. Je souhaite le meilleur succès à cette communauté à venir. À cette entreprise, entre guillemets, de vouloir accepter de vivre ensemble et de mieux vivre ensemble. Alors, de vivre ensemble, je ne sais pas s'il n'y a pas cette demande, mais de mieux vivre ensemble, oui. Merci Patrice, et puis à très bientôt. On se retrouve dans une semaine pour le débrief. À très bientôt. Salut sur la traversée. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez vivre vos rêves plutôt que rêver votre vie, alors je vous invite à découvrir mes conférences et tous mes ouvrages sur mon site hervéfranceschi.com. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou mettez un pouce sur ma chaîne YouTube ou encore sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci de votre écoute et à très bientôt sur la traversée.